Dernière présentation de la journée. On a pris du retard, donc je vais essayer de... Comment ? Non, et puis je vais essayer de passer assez vite et puis de vous laisser plutôt me poser des questions. L'idée, c'est ça, c'est posez-moi des questions ou réservez vos questions pour que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais vous flasher un certain nombre de choses et je vais peut-être aller assez vite sur certaines choses, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on ne sorte pas à 20h. Mes collègues me chantent tout le temps parce que je parle trop, donc j'essaierai de parler un peu moins. Ok, donc l'idée c'est de vous donner quelques actus et de vous présenter quelques sujets actuellement. Notamment quelques actualités sur Citron. Donc est-ce que tout le monde connaît Citron ? Si quelqu'un ne connaît pas Citron, veuillez lever la main. Bon. Aujourd'hui, on a bien développé la plateforme, etc. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on a refait un site web qui est à mon sens beaucoup plus pratique et complètement autogénéré, qu'on peut mettre à jour facilement. Et qui ne nécessite plus d'enregistrement. On n'a plus besoin de se préenregistrer, etc. On peut directement accéder aux différentes données. On peut faire aussi des recherches. Et ensuite, bientôt le Chatty. Donc ça, sur le slide d'après, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Une des nouveautés sur Citron aussi, c'est on est en train de basculer ou de mettre en place une deuxième branche avec le support de Zephyr OS, qui est un OS de plus en plus utilisé. Jusqu'à présent, on s'appuyait sur Embed OS, pour lesquels il y a moins de développeurs aujourd'hui. En tout cas, on trouve qu'il y a moins de dynamisme et Zephyr est très porté, notamment parce qu'il y a le support de la Linux Foundation autour de ça. Et donc, il y a beaucoup d'activités autour de ça. On a mis en place aussi pas mal d'outils aussi, et je trouve que ça c'est assez intéressant aussi de savoir que ça fait partie des compétences aussi qu'on peut avoir au CATI. C'est tout ce qui est intégration continue, donc la capacité à gérer toutes les bibliothèques, toutes les librairies, tous les supports de cartes, et de faire en sorte qu'il y ait des agents qui vérifient automatiquement, qui recompilent, qui vérifient la compatibilité et qui vérifient que tout se passe bien. Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Et bien sûr, il y a tout ce qui est mise à jour et la création de nouvelles cartes. Notamment, on a des cartes qui gèrent le Wi-Fi 6, on a des cartes, une nouvelle carte là, qui est en train de sortir, qui gère tout un tas de protocoles radio assez larges, qui est intéressant. Voilà. Donc voilà sur Citron. Donc Chatty. Chatty, c'est quelque chose qui est très récent au niveau du CATI. On a notre équipe, le département algorithmes et données, qui travaille beaucoup et qui a beaucoup de sollicitations autour des chatbots. Et ils ont mis en place justement un chatbot interne au CATI en mode expérimental, qui s'est alimenté qui est venu crawler toutes les informations du site web, tout ce qu'on avait dans nos ressources documentaires aussi au CATI, qui avait un rapport avec Citron. Et du coup, j'ai testé ça récemment, c'était il y a 2 jours. Et il y a 2 jours, je me suis dit, ça peut être intéressant de vous en parler parce que je trouve que c'était vraiment top. À ma surprise, ça a répondu, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais du type, y a-t-il du Wi-Fi sur Citron ? Donc avec une réponse tout à fait cohérente et plutôt pertinente. Est-elle supportée par Embed, avec aussi toute une information par rapport à ça, franchement, moi j'ai trouvé ça top sur quelque chose qui est vraiment à titre expérimental. J'ai pu le mettre en défaut, clairement, qu'on soit d'accord, je ne vous ai pas mis là, mais en tout cas, ça montre, franchement, moi quand je l'ai essayé, les 4 premières questions, elles avaient une réponse cohérente et j'ai été bluffé. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça peut être des choses sur lesquelles on peut se projeter aussi dans les entreprises. Donc, je trouvais que c'était une actualité intéressante. Ensuite, je vais juste venir flasher un petit peu les thématiques qu'on aborde dans nos roadmaps technologiques. Donc, les roadmaps technologiques qui sont là pour faire évoluer nos plateformes et les roadmaps aussi sur la partie R&D avec 6 axes. Donc, on a plein d'axes. Bon, je vous ai dit, on a plein de thématiques au CATI qui sont gérées par les différents départements. Et on a 6 axes qui ont rapport avec l'électronique. Donc tout ce qui est IoT Edge Computing qui est un premier axe, électronique responsable. Je vais les développer juste après. Je vous ai promis que je ne serai pas long, donc je vais continuer, je vais enchaîner.
forcément, ces roadmaps technologiques, elles ont pour objectif de détecter les technologies importantes pour les entreprises, qui sont les technologies qui sont importantes aussi pour le CATI, et de pouvoir justement développer nos expertises, pouvoir les évaluer et pouvoir de suite mieux les transférer aussi quand il y a un besoin. Donc, premier axe IoT et Edge Computing. Voilà les thématiques qu'on aborde dans cet axe R&D. Donc, tout ce qui est veille technologique sur les composants et les architectures. Donc, l'idée, c'est de tout ce qui est évolution des architectures, tout ce qui est typiquement avec la cybersécurité, tout ce qui est enclave sécurisée, tout ce qui est nouveau cœur ARM pour tout ce qui est accélération des réseaux de neurones, par exemple, ou autre. Ça fait partie des sujets qu'on regarde précisément. Tout ce qui est OS et langage. Tout ce qui est plateforme IoT, protocole réseau. On a une démonstration ce matin de la part de Bruno de l'ensemble des sujets qu'on peut regarder. Et tout ce qui est qualité logicielle et outils, là, ça rejoint l'intégration continue dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans cet axe-là, quelques nouveautés. Donc, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est support de Zephyr OS. Et ensuite, la création d'un démonstrateur, on en a parlé aussi ce matin, d'un démonstrateur de multimodal Matter, où on va avoir du Wi-Fi, du thread, et une démonstration de l'ensemble de la collecte des informations en intégrant les aspects de cybersécurité et autres. L'axe 2, électronique responsable. Donc, sur l'axe 2, électronique responsable, on va aborder les thématiques de l'éco-conception, de l'éco-scoring. Je vous montre sur le slide d'après un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous n'étiez pas là au Tektronix, oui, personne n'est parfait. Si vous n'étiez pas là au Tektronix de l'année dernière, où on avait développé ce sujet-là, je vous fais un petit rappel. Tout ce qui est énergie, source d'énergie, avec tout ce qui est énergie harvesting, tout ce qui est énergie optimisation, et conversion et stockage d'énergie également. Donc voilà, on travaille sur toujours aller plus loin dans notre méthodologie et dans l'automatisation de notre méthodologie permettant de déterminer un éco-scoring de la conception d'une carte électronique. Donc ça ressemble à ça. Ça permet d'évaluer ou de visualiser l'impact environnemental sur 8 critères et d'avoir un indicateur consolidé qu'on appelle EcoScore qui permet de savoir où se situe une carte. Bien sûr, sur toutes ces démarches-là, ces scores-là n'ont de sens que s'ils sont comparés par rapport à des choses équivalentes qui ont le même périmètre fonctionnel, etc. Donc, on travaille sur l'automatisation de ça. Et puis, petit rappel aussi, on croit en l'intérêt d'une plateforme comme Citron qui permet de pouvoir développer des preuves de concept et surtout réutiliser les briques qui ont permis de développer cette preuve de concept sans forcément les jeter les jeter à la poubelle, comme les cartes d'évaluation qui finissent dans nos tiroirs pendant des années et qui finissent au bout d'un moment à la poubelle. Voilà, je suis aussi copilote du groupe de travail sur l'éco-conception des systèmes embarqués au sein d'Embedded France, une association qui regroupe tous les grands acteurs des systèmes embarqués au niveau national. Et dans ces thématiques au cours de l'éco-scoring, ou en tout cas de l'éco-conception, je m'aperçois que toute la filière se pose les mêmes questions et il y a une grosse difficulté de la filière à trouver les bonnes réponses à ces domaines-là. Donc on est en train de structurer des activités ou autres. Et au CATI, franchement, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la partie éco-scoring, on n'a pas à rougir, je pense qu'on est nettement en avance sur ces sujets-là. Troisième axe, IA embarqué. Donc on a pas mal de sujets autour des outils pour l'IA embarqué, tout ce qui est gestion des workflows, méthodologie, comment je fais pour travailler mon algo, comment je fais pour avoir de l'optimisation, vraiment quand j'ai un algo que je veux embarquer dans une architecture spécifique, comment je fais pour transposer ou en tout cas transformer des chaînes de mon réseau en d'autres topologies qui sont plus hardware friendly. Donc ça fait partie, on avait une thèse sur ces sujets-là, ça fait partie des sujets qu'on regarde pas mal aussi. Et ensuite, ça rejoint la thématique dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi tout ce qui est architecture hardware pour l'IA embarqué. Là, cette année, on est en train de finaliser un banc de benchmark sur l'IA embarqué, où on a mis en place, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais
des cartes GPU, du FPGA, du microprocesseur avec accélérateur, du microprocesseur sans accélérateur et du microcontrôleur. Et l'idée, c'est d'avoir un système d'acquisition. Donc là, pour l'instant, le premier cas d'usage, c'est on vient récupérer des images. Ensuite, on vient adapter un algo d'intelligence artificielle qu'on va diffuser dans toutes ces plateformes-là, qui va être le même algo, mais travailler pour des besoins de chacune de ces cibles. Et pour chacune de ces cibles, on va mesurer la performance en termes de qualité de résultat, la quantité d'énergie consommée pendant l'inférence, le temps d'exécution de l'algo, et l'énergie consommée et le temps consommé par l'inférence. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, quand j'ai un algo, je peux me projeter sur comment je peux l'implanter en fonction des différentes cibles et quel niveau de performance, où est-ce que je peux... La difficulté, c'est souvent de trouver le bon curseur. Sur quelle cible je peux déployer ça. Axe 4, tout ce qui est cybersécurité pour les systèmes embarqués. Donc là, on va vraiment, clairement travailler sur l'aspect security by design. Donc c'est comment je vais penser à mon système, comment je vais le concevoir, comment je vais choisir les bons composants, comment je vais architecturer mon firmware pour qu'il puisse être robuste aux attaques de façon intrinsèque. Et ensuite, il y a tout ce qui est aussi les composants dédiés qui vont me permettre de protéger des clés, comme les Secure Boot, les choses comme ça, les Secure Elements et les choses comme ça. Sur cet aspect-là, on est en train de mettre en place aussi un démonstrateur. Alors ces démonstrateurs, ils ont pour vocation à mettre en perspective l'association de différentes briques pour couvrir des cas d'usage, de façon à ce que les entreprises, vous en l'occurrence, si vous souhaitiez développer un projet, vous puissiez capitaliser sur des choses qu'on a déjà éprouvées, qu'on a déjà mis en place, et du coup venir vraiment apporter votre valeur ajoutée plutôt que de tomber dans les mêmes problématiques qu'on a pu observer. Donc en deux mots, l'idée c'est d'avoir un objet connecté qui remonte de la donnée sur une plateforme IoT open source qui s'appelle ThingsBoard, et de gérer tout ce qui est la sécurisation de la transmission d'informations, tout ce qui est bootloader sécurisé, enclave sécurisée, protection des clés, etc. Et du coup de mettre en œuvre ces différentes briques Citron avec le logiciel associé pour pouvoir avoir un démonstrateur qui va de bout en bout et qui est sécure. Je suis dans les temps. Autre axe autour de tout ce qui est capteur physiologique, on a pas mal de demandes autour de la captation des signaux physiologiques, rythme cardiaque, contraction musculaire, etc. On a pas mal de demandes du domaine médical. Donc on a tout un axe là-dessus qui consiste à bien connaître tout ce qui est capteur, hein, vraiment la partie sensors, tout ce qui est traitement du signal associé, qui est quelque chose de prépondérant, et ce qui va être tout ce qui est stimulation, mais qui est plus dans un environnement où souvent on parle de remédiation, c'est-à-dire que j'ai détecté un défaut, et comment je vais faire pour essayer de réentraîner, comme quand on va chez son kiné, pour essayer d'avoir une cheville moins défaillante après une entorse, par exemple. Donc c'est l'aspect remédiation. Je développerai tout à l'heure des faits marquants par rapport à ça, mais voilà. Notamment, on a une thèse en cours que je présente dans le slide d'après. Tout ce qui est robotique autonome, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on a participé à la RoboCup, on a fini 3e cette année, qui avait lieu à Bordeaux, donc on était plutôt très contents. Plutôt un peu frustré aussi, parce qu'on a eu des limitations liées à la physique de notre robot, et ça nous a enclenché une réflexion sur construire des briques qui partent du contrôle moteur jusqu'à l'intelligence artificielle, qui isolément peuvent servir à des projets différents, mais qui associés peuvent nous permettre d'avoir une alternative à la plateforme robotique qu'on utilise actuellement. Donc on va travailler sur tout ce qui est asservissement, tout ce qui est technologie de commande de moteur, et là il y a plein de complexités par rapport à ça et d'acquisition de son environnement. Tout ce qui est collaboration homme-robot.
donner transcrire une espèce de science sociale, de donner la perception au robot que évoluer dans un environnement sécurisé où il n'y a pas d'humain, c'est pas la même chose que d'évoluer dans un environnement où on peut interagir avec les gens, et du coup faire en sorte que le robot puisse avoir conscience que c'est une table et du coup puisse aller vite dans son déplacement, il a frôlé, mais que si c'était un humain, il fallait peut-être aller moins vite, avoir une distance différente, etc. Donner cette perception et cette intelligence sociale, ça fait partie des sujets qu'on travaille avec l'autre unité du CATI, centrée autour des facteurs humains. Et donc ça, c'est des sujets assez intéressants aussi. Et ensuite, tout ce qui est middleware. Donc la middleware, c'est tout ce qui va faire l'interconnexion entre les différents éléments du robot. Ça nous est d'ailleurs arrivé d'utiliser ces environnements-là dans d'autres contextes que les aspects robotiques, là, qui permettent de venir interconnecter des algos, de la perception, des moteurs ou autres. Voilà. Donc tout ce qui est ROS, micro-ROS, avec tout un tas. Je vous ai dit que je ne serais pas très long, donc si ça vous intéresse, je pourrais répondre à des questions. Voilà, donc là, dans les faits marquants, on est en train de développer ça. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est de travailler sur des briques spécifiques de contrôle moteur, les algos associés, bien sûr, parce que le brique matériel ne suffisent pas. Et ensuite, toutes les implémentations logicielles qui permettent d'avoir des systèmes distribués, notamment, c'est une des évolutions de ROS 2, d'avoir la possibilité d'avoir des éléments distribués qui collaborent entre eux, comme si le robot, même si c'est plusieurs robots, au sens du système, il voit comme si la flotte de robots n'était qu'un seul robot, en fait. Et donc, tous les échanges et les interactions sont plutôt intéressantes à travailler. N'empêche, sur ces aspects robotiques, c'est peut-être un des seuls aspects où je crois à la notion du jumeau numérique, qui est souvent un terme assez galvaudé, et qui est vraiment... Là, les algos qu'on teste sur les jumeaux numériques sont vraiment les algos qui sont ensuite exécutés sur le robot et avec des comportements qui sont similaires. On va modéliser la physique et tout ça. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure sur l'aspect physio, je voulais juste venir flasher les deux tests qu'on a en cours, une qui a démarré cette année et une qui va se lancer en fin de cette année. Donc une thèse CIFRE autour de l'évaluation des états cognitifs. Donc l'objectif de cette thèse-là, c'est de venir monitorer les travailleurs dans l'industrie, par exemple, de venir récupérer des signaux physiologiques, rythme cardiaque, contraction musculaire, mouvement, pourquoi pas température, tout un tas de choses, synchroniser toutes ces données, et ensuite, à partir de là, en déduire des états cognitifs. Donc là encore, c'est quelque chose qui est à cheval. Donc c'est une thèse qui est faite avec l'IMS et c'est à cheval entre les deux unités du CATI, donc système cyberphysique qui va plutôt s'occuper de tout ce qui est système de captation synchrone et l'aspect facteur humain, puisque l'objectif à travers tous ces signaux-là, c'est de travailler vraiment sur la fusion des données brutes et d'en déduire des états cognitifs. La personne étant fatiguée, a des troubles de l'attention à ce moment-là. Et donc, ça peut être intéressant d'enclencher des exercices de remédiation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être s'aérer, peut-être être dans un état qui est plus favorable, qui permet d'éviter le stress et la fatigue, mais aussi les erreurs et les possibilités d'accident. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est le moins intrusif possible et qui puisse permettre de déterminer ça. Deuxième test qu'on est en train de lancer, c'est autour de tout ce qui est électronique de puissance avec une nouvelle topologie de convertisseurs de puissance. Donc là, ça se fait avec le laboratoire Laplace, là, sur Toulouse. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la thématique de l'électronique de puissance et des convertisseurs qui ne nécessitent pas forcément d'isolement, qui permettent de servir aussi éventuellement de BMS. Voilà. Donc, je ne peux pas trop en dire. Il y a des postes de brevets autour de ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, je voulais le flasher parce que souvent, on a des compétences en interne en électronique de puissance, mais on n'a pas forcément une visibilité très forte sur ces compétences-là. Donc, je voulais en parler aujourd'hui. Quelques exemples de projets. Alors, paradoxalement, j'ai choisi des sujets qui n'étaient pas forcément principalement portés par notre unité technologique, parce que je trouvais qu'elles avaient une approche intéressante autour de l'IA. Donc, on a accompagné la société Proditech,
qui avait la problématique de venir. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des machines de tri de médicaments. Donc, il y a plein de médicaments qui passent à la seconde, et l'idée, c'est d'évacuer les médicaments qui présentent des anomalies. Ils arrivaient à évacuer ils arrivent, de toute façon, ça fait longtemps qu'ils sont sur ce marché-là. Ils arrivent à évacuer les médicaments qui sont non conformes, mais souvent, il y a des faux positifs. Donc, ils vont évacuer plus de médicaments qu'il faudrait, et du coup, c'est des pertes sèches pour les fabricants de médicaments. Et donc, ils nous ont sollicité, donc c'était sur un projet collaboratif accompagné par la région notamment, sur existe-t-il des algos qui nous permettent d'avoir moins de faux positifs et qui permettent d'assumer aussi les cadences, parce que la cadence, elle est énorme. Donc, chacun des cachets est pris sur 6 angles de vue différents, avec des lumières qui peuvent être différentes aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'infos à traiter très vite et avec un niveau de robustesse plus important. Donc, mes collègues de la partie IA ont beaucoup travaillé ce sujet-là sur la mise en place d'algos spécifiques. Et nous, on a travaillé justement sur l'adéquation entre ces algos et les plateformes matérielles et comment trouver le bon compromis entre la performance et la capacité d'embarquabilité dans des cibles qui ne coûtent pas un bras. Parce que c'est aussi important ça pour l'industrie, c'est être sur une cible embarquée qui certes peut tenir des performances algorithmiques, mais qui en plus fait en sorte que la machine en puisse continuer à la vendre, parce que souvent c'est la problématique de coût. Et on est tombé sur une... Donc on n'a pas utilisé de GPU, alors sur l'évaluation, il y a eu des explorations là-dessus, mais on est trouvé sur un modèle hybride qui était vraiment intéressant et voilà, qui a pu être démontré. Voilà, on est bientôt à la fin, donc je vais tenir mes engagements, je pense. Je voulais venir flasher aussi 2 initiatives qui sont plutôt là dans la volonté d'aider l'écosystème à former. On sait tous que les recrutements sont compliqués, et donc l'idée c'est de contribuer aussi à notre niveau sur la capacité à former des nouvelles recrues et que ces recrues soient aussi avec des compétences adaptées aux besoins de l'industrie. Donc on a mis en place un partenariat avec le lycée Kessler, notamment dans la formation de ces BTS. Donc BTS Ciel, en gros c'est de l'informatique réseau, mais aussi de l'informatique embarquée et de la sécurité. Et donc l'idée c'était de travailler avec eux sur la mise en place et la diffusion finalement des méthodologies de développement industriel que nous on peut mettre en place avec les entreprises qu'on accompagne, et que plutôt que de développer sur du Arduino, qui est souvent à une distance importante de ce qu'on va faire dans l'industrie, qu'ils développent sur des kits Citron et qu'on puisse les accompagner aussi sur la mise en place de qu'est-ce que les gestionnaires de sources, comment je fais du debug, comment découvrir ce qu'est une sonde JTAG, voilà, l'intégration continue. Voilà, tout ça, l'idée c'est de mettre entre les mains de ces jeunes ces outils-là pour que quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sachent déjà à quoi ça correspond. Donc ça, c'est sur la première année. Mise en place, ils ont acheté des kits Citron et on les aide à faire ça. Et on forme aussi les enseignants. On les forme, alors pas forcément en termes de capacité technique, mais on les forme aussi sur l'identification des sujets qui peuvent être intéressants pour l'industrie. Parce que souvent, à chaque fois qu'ils viennent nous voir, ils nous disent « c'est incroyable tout ce que vous faites, etc. » Bon, oui, on fait des trucs, mais... Voilà, ce qui est intéressant, voilà, c'est de pouvoir venir compresser un peu ces masses d'informations de façon à ce qu'ils puissent avoir une coloration et pouvoir la retransmettre à leurs étudiants. Et la deuxième année, l'idée c'est d'avoir une stack Citron et de la fusionner pour en faire un produit équivalent à un produit industriel. Et donc là, on est dans cette phase-là où ils ont développé... Donc, c'est des cartes, alors pas celle-là, hein, ça c'est juste pour l'image. Ils ont développé un système qui permet de faire du bornage dans le cadre de courses d'orientation. Donc, j'ai un tag NFC, je viens poinçonner, j'ai un petit message, etc. J'ai un tracé GPS, voilà, tout un tas d'informations. Voilà. Donc, ils ont développé un démonstrateur grâce à des cartes Citron. Et on va fusionner ces cartes pour qu'ils en fassent ensuite un produit et qu'ils puissent derrière être confrontés à ce qui est la réalité d'un produit.
Et donc là, on est en train de faire cette fusion et on est allé leur expliquer aussi quel était le processus de consultation, comment je vais consulter un EMS, quelles sont les informations que je vais lui transmettre, comment j'analyse aussi son retour, son offre, quelles sont les questions que je peux être amené à me poser et quelles sont les questions en termes de fabricabilité ou autre que l'EMS peut nous poser. C'est tout un tas d'informations qu'on voit rarement en fait à l'école et qui nous intéressait aussi à transposer. Voilà, donc on en est là. Deuxième sujet, qui est plutôt là une réponse qu'on est en train de faire sur un appel à projet national qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, où l'objectif c'est de construire dans le cadre de Embedded France, de se regrouper pour essayer de créer des kits de formation sur tout ce qui est IA embarqué, et notamment avoir des kits qui correspondent à des cas d'usage industriels. Il y a des industriels qui font partie de ce consortium. D'avoir vraiment des kits qui soient des kits qui répondent à des problématiques d'industriels et qui se finissent dans toutes les écoles pour apprendre ce qu'est l'IA et tout le workflow, de la capture de la donnée jusqu'au déploiement. Parce que souvent, en fait, on va retrouver tout un tas de compétences nécessaires entre les data scientists, les gens qui connaissent les architectures microcontrôleurs, les gens qui font du traitement du signal. Il y a tout un tas de compétences. Et c'est souvent difficile de trouver quelqu'un qui a une vision globale. Et donc, sans la vision globale, c'est difficile d'avoir des choses qui sont optimisées. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur cette acculturation-là, de l'optimisation. On voit bien, si on regarde sur, même ne serait-ce qu'au CATI, en fait, on a les gens qui sont dans la partie algorithmes et données. C'est vraiment des mathématiciens ou des informaticiens. Ils n'ont pas la même culture que nous. Avoir au moins une coloration, une vision, et avoir pu manipuler sur l'ensemble de ces chaînes-là, etc., c'est vraiment ce qu'on souhaite diffuser. Et ça s'adresse à tout ce qui est Bac plus 2, Bac plus 5, avec des niveaux de granularité différentes, et tout ce qui est formation continue aussi. Donc voilà, les membres de consortium, etc. Voilà. On espère que ce projet sera accepté d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous avais dit que je ferais rapide. J'espère que c'était assez rapide. Vous applaudissez pour le contenu ou pour le fait que c'était rapide? Est-ce que vous avez des questions malgré tout? Bon, je vous remercie. Bravo Sébastien pour cette présentation un petit peu au pas de course, mais très, très complète et qui présentait les actualités du CATI. Pour le mot de la fin, je vais inviter sur scène à me rejoindre Nicolas Chevalier, Delphine aussi si elle veut bien me rejoindre. Voilà, et puis, peut-être pour la photo, ça peut être sympa aussi, Bertrand, si tu veux bien monter, c'est sympa quand même. Pour la photo et pour la continuité. Voilà, je vous passe tout de suite le micro. Mais merci à tous pour cette journée. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu qui a pu vous intéresser. Je crois qu'il y a encore un petit vote sur l'écran qui est en cours. Oui, tout à fait, pour évaluer la journée. Donc surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, signaler les axes d'amélioration, donner du feedback, votre ressenti. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est d'avoir, en sortie de cette journée-là, un petit peu la vision de ce qui va pouvoir être les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées s'il y a un Tektronix 5, qu'on va rediscuter rapidement quand on va débriefer. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi le faire à un autre endroit du territoire. C'était Bordeaux cette année, on verra ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. Je voulais remercier aussi Christine, Kylian, Mélissa pour l'organisation. On peut les applaudir. Et puis, si vous avez des questions, je pense qu'en sortie, on va envoyer les slides aux personnes présentes, ainsi que les petits éléments de questions qu'il y a eu. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez aborder dans la foulée, on reste à votre disposition. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé avec nous à cette 4e édition de Tektronix déjà. Bientôt la 5e à nouveau, j'insiste, n'hésitez pas à nous donner du feedback. Et voilà, Bertrand, si tu viens nous rejoindre pour la photo de fin. Et puis voilà,
Merci beaucoup à nouveau d'avoir participé à nos côtés. Bravo à tous.